Que se passe-t-il en effet concernant le manioc? Depuis 2022, une maladie inconnue décime les cultures et les plantations, entraînant des pertes de production importantes en Guyane comme chez nos voisins brésiliens de l'Amapá. Car le manioc, évidemment, tout le monde connaît son importance d'un point de vue alimentaire, économique, mais aussi culturel. Selon des chiffres de l'INSEE, 3 exploitations guyanaises sur 4 en 2016 cultivaient du manioc. C'est dire combien la crise actuelle touche beaucoup de monde. Après de longs mois de questionnement et d'hésitation sur les raisons de cette crise, un groupe de travail a finalement été créé. À la fin du mois de janvier, une convention a été signée entre la CTG et le CIRAD. Pour en parler, Margot Liamas est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Margot Liamas. Vous êtes ingénieure au CIRAD, donc le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, responsable du Centre de ressources biologiques. Et c'est vous donc qui coordonnez le projet Sanimanioc dont on va parler ce matin. Je tiens d'ailleurs à saluer dès maintenant le travail de nos confrères de GuyaWeb sur le sujet avec ce très bon article signé Guillaume Reuge. Margot Liamas, j'aimerais déjà pour commencer, pour poser le contexte, on va dire, de ce qui se passe en ce moment, qu'on remonte un petit peu aux origines du problème. Ça fait maintenant plusieurs mois quand même qu'on entend parler de cette crise du manioc en Guyane. Les premiers signaux inquiétants, ça commence il y a 2 ans à peu près, c'est bien ça? C'est ça. En fait, les 2 dernières grandes saisons des pluies, on a eu petit à petit des signalements. Au départ, c'était pas spécialement des symptômes, mais plus des questionnements vis-à-vis des inondations qui avaient été observées et des dégâts. Et en fait, petit à petit, ça s'est muté en de potentiels symptômes et en fait des répétitions de symptômes qui ont poussé à penser que c'était peut-être une maladie. Oui, c'est vrai qu'au début, on pointait du doigt surtout la saison des pluies qui était particulièrement importante. C'est ça. Oui. Et donc, les premiers signalements ont été faits notamment au niveau du parc amazonien sur le Maroni, avec 2 rapports qui ont été rédigés par la Chambre d'agriculture. Et en fait, avec le travail de la Fredon, il y a eu plusieurs prospections sur le terrain qui ont révélé en fait une généralisation à l'échelle de toute la Guyane et pas que sur le fleuve Maroni. Et comment dire, 2 ans après, entre guillemets, est-ce qu'on a maintenant un bon aperçu de l'étendue, des dégâts, les zones qui sont touchées, la perte en production, ce genre de choses? Est-ce qu'on arrive à avoir une cartographie assez précise de l'étendue de la crise? Alors on n'a pas de cartographie exacte. On a eu plusieurs prospections qui ont été donc réalisées toujours par la Fredon. Oui. On a des échanges très réguliers avec nos voisins brésiliens. Donc on sait qu'au niveau du Brésil, c'est cantonné au niveau de l'état de l'Amapá. Et en particulier, il y a 2 communes, Oiapoque et Tartarugalzinho. Et au niveau du Suriname, on a eu aussi des échanges et il ne semblerait pas qu'ils soient spécialement atteints. D'accord. Et au niveau de la Guyane, on sait que ça touche toutes les zones, que ce soit littorales comme sur les fleuves, mais on n'a pas de cartographie précise. Depuis combien de temps le CIRAD est arrivé, on va dire, sur ce dossier-là? Vous avez commencé à parler des premiers acteurs institutionnels qui se sont engagés dans cette crise-là, le parc amazonien, la Chambre d'agriculture. Le CIRAD, de votre côté, ça fait combien de temps que vous vous êtes penché sur ce problème? C'est à la création du groupe de travail qui a été formé par une initiative de la CTG en juin 2023. Les raisons, l'identification de la maladie, Margot Liamas, pour l'instant on n'en est qu'au stade de l'hypothèse. Il y a eu plusieurs pistes qui ont été avancées, explorées, mais tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on n'a aucune certitude scientifique et que la compréhension de cette problématique, elle va pouvoir prendre de très très longues années. Tout à fait. Actuellement, on a plus des questionnements que des réponses à donner, malheureusement. Le diagnostic d'une maladie et l'identification des agents pathogènes, des facteurs qui provoquent qui mènent à des symptômes peut prendre des années. Donc on a plusieurs pistes de réflexion. Actuellement, il y a des analyses qui continuent d'être faites par la Fredon avec un champignon qui a commencé à être identifié et à poser des questions. On travaille toujours en collaboration avec le Brésil. On a envoyé d'ailleurs des échantillons à des collègues brésiliens de l'Embrapa qui sont en Allemagne pour essayer d'avoir une identification plus précise.
Mais pour l'instant, c'est plus des questionnements que des réponses. On reparlera évidemment de la coopération internationale sur cette crise-là, notamment avec le Brésil. Scientifiquement, on connaît mal le manioc. C'est une plante qui a été peu étudiée finalement par la communauté scientifique. Alors oui et non. À l'échelle internationale, en fait, c'est encore considéré comme une culture mineure par rapport aux autres cultures, on va dire, au niveau centré, de manière occidentalo-centrée. Mais en fait, à l'échelle mondiale, dans la production, c'est une des principales sources d'alimentation d'un très grand nombre de populations. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites dessus, mais pas nécessairement en Guyane. En Guyane, on a encore beaucoup de choses à faire, alors que on est dans le bassin de domestication du manioc. Et du coup, ce temps long de la recherche, c'est ce qui explique qu'il ne faudra pas se concentrer uniquement sur l'identification de la maladie. Il y a des expérimentations concrètes à mettre en place. C'est pour ça qu'il y a du coup ce projet, Sanimaniok. Son objectif à moyen terme, c'est quoi, Margot Liamas ? Alors l'objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions face aux problématiques actuelles, qui est donc un manque de boutures pour pouvoir replanter, parce qu'il y a eu beaucoup d'abattis qui ont été décimés, et donc des producteurs n'ont pas de quoi replanter de nouvelles parcelles. Donc on ne peut pas attendre d'identifier le potentiel agent pathogène. Donc là, l'idée, c'est de trouver des solutions techniques. Alors on ne va pas inventer de nouvelles techniques, mais on va essayer de les adapter au territoire guyanais pour que chaque producteur participant donc, au dispositif puisse mettre en place au sein de son exploitation des pratiques pour pouvoir assainir ses propres variétés de manioc et pouvoir replanter. Donc c'est des techniques avec un assainissement thermique. On utilise le soleil, il n'y a pas de produits chimiques, et qui permettent de potentiellement sauvegarder et éliminer les principaux agents pathogènes. Donc en fait la stratégie finalement, c'est de reproduire des boutures pour remplacer celles qui sont malades en fait. Oui, en fait c'est de nettoyer entre guillemets les plants de manioc des producteurs pour qu'ils puissent replanter en ayant plus de sérénité, en se disant qu'ils ne vont pas propager une potentielle maladie. Et ces boutures saines, elles vont venir d'où ? Je vous pose la question pour savoir en fait comment est-ce que vous serez sûr finalement qu'elles seront saines et pas affectées elles aussi par le pathogène ? Alors l'idée, c'est déjà de faire plusieurs modules de production, parce que chaque zone en fait, il y a énormément de variétés en Guyane, et chaque producteur a ses variétés. Donc on va décliner ça dans plusieurs régions. L'identification au départ, pour l'instant, on n'a pas de technique de diagnostic pour savoir si un plant est malade ou non, vu que la maladie n'est pas identifiée. Donc là, ce sera en collaboration avec la Fredon, aller sur les parcelles des producteurs, chercher des plants qui sont d'apparence saine. Et en fait, en entrée et en sortie de ces modules de multiplication, on fera des analyses pour des recherches de bactéries, champignons, etc. Pour aussi essayer de valider donc cet assainissement. Des modules de production, c'est quoi exactement ? À quoi est-ce que ça va ressembler ? En fait, c'est des petites serres avec des bacs de bouturage, avec un effet de serre à l'intérieur qui va permettre d'augmenter la température et d'assainir. On va aussi faire des tests avec des immersions donc, de boutures dans de l'eau chaude. Il y a des protocoles et on va essayer de les adapter. C'est des gros investissements pour construire ces équipements-là finalement, parce qu'il y en aura 4 du coup qui seront dispatchés un petit peu partout sur... On sait d'ailleurs où est-ce qu'elles vont être installées, où est-ce qu'ils vont être installés ces modules de production ? Alors on a déjà préidentifié des partenariats, mais on va faire le premier comité de pilotage prochainement. Donc ces 4 modules, en fait, ce sera plus, bien qu'on va les utiliser et faire de la multiplication, ce sera plus des modules pour faire des formations pour que chaque producteur puisse approprier les techniques. Et l'idée, c'est de pouvoir donner des solutions pour que chaque producteur puisse mettre ça en place dans son exploitation et avec des faibles coûts. C'est une technologie qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement. D'ailleurs, vous avez parlé de comité de pilotage sur ce projet-là. Enfin, c'est qui les acteurs finalement qui sont réunis ? Il y a le CIRAD évidemment, la CTG aussi. Il y a qui d'autre ? Avec qui est-ce que vous travaillez et vous allez travailler dans les mois qui viennent ? Alors, il y a la Chambre d'agriculture, le Salim, la Fredon.
On a des associations aussi qui ont été invitées, de producteurs, des coopératives. Oui, Il y a le parc amazonien. Oui. Il y a... En fait, c'est pas exhaustif. Oui, parce qu'on en est au tout début finalement. Ça pourra évoluer un peu en fonction des demandes de chacun et de chaque acteur. Oui. Le planning là, du projet, c'est quoi les premiers modules d'expérimentation? Vous espérez pouvoir les mettre en place d'ici combien de temps? Alors l'idée, c'est de faire d'abord, donc mettre en place ce protocole en faisant un premier essai au niveau de la station expérimentale du CIRAD qui est à Pointe-Comby à Sinnamary pour en gros roder les techniques. Oui. Et ensuite de les dupliquer et les mettre en place dans les différentes régions délocalisées au moment de la saison sèche, qui est pendant en fait la multiplication des boutures pour que la prochaine plantation soit faite à début de saison des pluies, donc en novembre-décembre 2024. Oui, d'ici la fin de l'année 2024. Ouais, l'objectif ce sera de produire à peu près une centaine de boutures avec un seul pied, c'est bien ça? C'est ça. Oui. En fait actuellement quand un producteur veut replanter un champ à partir d'une première parcelle de manioc, un pied de manioc permet de produire en moyenne 5 pieds replantés. D'accord. Et là, on va faire du micro-bouturage, ce qui permet d'augmenter le taux de multiplication du manioc. Alors du micro-bouturage, est-ce que vous pourriez préciser finalement cette technique-là? En fait, les techniques traditionnelles, donc en général, c'est des branches de manioc d'une vingtaine, 25 cm qui sont plantées. Mmh. Et là, l'idée, en fait, c'est à partir de bacs de bouturage, de prendre des petites portions de moins d'une dizaine de centimètres avec 2 nœuds. Les nœuds, c'est des bourgeons. Et de là, on va avoir plusieurs rejets qui vont pouvoir être découpés. Et en fait, on va utiliser le maximum du potentiel de chaque bourgeon. Et obtenir, donc, à partir d'un plant, potentiellement 100 plants. Mais c'est ce qu'on va vérifier aussi en mettant en place parce que ce qui varie énormément aussi, c'est les variétés. Oui. Et donc, on peut avoir beaucoup de variations. Donc, ça veut dire qu'en fonction de la variété finalement qui sera choisie, ces taux de multiplication-là pourront être plus ou moins élevés en fait? C'est ça. Mais en fait, on ne va pas choisir de variété parce que le but, c'est que chaque zone, les producteurs puissent multiplier leur variété. Donc on va faire ça avec les variétés qui seront choisies par les producteurs. Justement, puisque vous en parlez, de quel œil les producteurs regardent cette expérimentation-là? Je suppose que vous êtes en contact avec eux pour leur présenter un petit peu les prémices de ce projet-là. Ça se passe comment? Alors, pour l'instant, on n'est pas directement en contact avec les producteurs. On est plutôt en contact avec des associations, des coopératives. Pour l'instant, c'est plutôt positif parce que c'est une nécessité, que ce soit avec la maladie actuelle ou n'importe quel autre potentiel agent pathogène. En fait, il y a une nécessité d'améliorer les techniques de multiplication de manioc. Oui. Donc pour l'instant, oui, c'est assez positif et ils sont plutôt en attente. Oui, ça veut dire que finalement, il faudra régler la crise actuelle, mais les techniques qui vont elles pourront être utilisées dans les années qui viennent en fait. Dans tous les cas, il y a plusieurs projets à l'échelle de la Guyane pour vraiment structurer la filière manioc. Et une des problématiques est d'améliorer justement la multiplication du manioc et la production de boutures. Oui, ça passe par la connaissance scientifique en tant que telle, mais aussi par l'amélioration des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps. Je le disais en introduction, Margot Liamas, si vous avez commencé à en dire quelques mots, ce pathogène, du coup, il ne touche pas que les plantations guyanaises, on le retrouve aussi au Brésil. Les échanges, la coopération avec le Brésil, justement, pour développer ces nouvelles techniques de production, ça donne quoi? Est-ce que l'information circule bien, finalement, entre la Guyane et le Brésil? Oui, tout à fait. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Au final, eux, ils sont aussi dans cette dynamique-là de... essayer de se concentrer sur la production de boutures saines, plutôt que... Enfin, on continue aussi de chercher, bien sûr, mais de trouver des solutions plus ou moins immédiates. On échange pratiquement chaque semaine sur les avancées des analyses et ça va nous permettre aussi de construire un partenariat à plus long terme. Je voulais aussi ajouter qu'on ne va pas se concentrer seulement sur donc la multiplication de boutures saines. On va essayer de réfléchir en co-construisant avec les producteurs des pratiques qui permettent en fait de prévenir les maladies avec un guide des bonnes pratiques. Et l'idée, c'est vraiment de former et de diffuser ça auprès des producteurs. C'est pratique, c'est quoi exactement à mettre en place, d'après peut-être ce que vous avez commencé déjà à travailler et à étudier?
En fait, c'est des grands principes de prophylaxie. En gros, c'est un peu comme pour les êtres humains. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie du quotidien pour éviter de tomber malade? Oui. Mais c'est un peu la même chose au niveau des cultures. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme bonne pratique pour éviter l'apparition de maladies, la propagation de maladies? Donc, c'est des grands principes, mais on va encore les co-construire, quoi. Pour éviter finalement qu'à l'avenir, une situation similaire et une crise d'ampleur aussi importante que celle qu'on connaît en ce moment se reproduisent en fait. Parce que là, par exemple, avec la maladie, en fait, on a eu énormément d'échanges de boutures parce que les producteurs n'avaient plus de quoi planter. Oui. Mais ce qui peut en fait avoir... Oui, là en ce moment, c'est en train de s'échanger à des prix qui sont hallucinants. Exactement. Par rapport à ce qui était pratiqué avant. Sans aucune... en fait, on n'est pas du tout certain que ces boutures soient pas du tout porteuses. Enfin, elles peuvent être porteuses de la maladie, donc et augmenter la propagation. On a dit un mot sur le Brésil, le Suriname. Vous nous avez expliqué que apparemment il ne connaissait pas le même problème. On sait pourquoi. Est-ce qu'on sait déjà si c'est vrai? Parce que ça paraît étonnant quand même que le problème s'arrête à la frontière du Baroni. Non, effectivement, c'est très surprenant. C'était plus difficile d'avoir des contacts avec le Suriname, donc là c'est avec le ministère de l'Agriculture. Oui. Mais en fait ils sont pas du tout contre de continuer à travailler ensemble, oui. Parce que potentiellement ça peut les toucher après. Après, je crois qu'au Suriname, ils ont eu moins de pluie ces dernières années. En fait, il y a plein de facteurs. C'est pas juste un agent pathogène. Ça peut être, c'est des conditions en fait climatiques qui peuvent provoquer les symptômes, faire apparaître les symptômes. Donc, là, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir donner une raison. Oui, encore une fois, on en revient finalement à la complexité de ce problème. La dernière question, Margot Liamas, le CIRAD a annoncé aussi créer une collection agronomique du manioc. C'est quoi? Ça va servir à quoi? En fait, ça c'est une volonté de la CTG. C'est de comment on peut sauvegarder cette richesse guyanaise qui est donc cette diversité de manioc. On est vraiment dans le bassin de domestication du manioc, donc il y a une très grande diversité de variétés génétiques et on le voit bien, cette sensibilité de perte de diversité avec potentiellement des arrivées de maladies. En fait, il faut qu'on trouve un moyen de maintenir, de conserver donc toute cette richesse, mais c'est à plus ou moins long terme, c'est de donc créer des collections qui pourraient être faites directement auprès des producteurs, mais comment maintenir ces variétés qui ont mis autant d'années à être domestiquées par des agriculteurs. Vous êtes confiante sur la réussite finalement de ce projet-là, parce que on a entendu beaucoup de producteurs là depuis ces derniers mois être particulièrement inquiets sur ce qu'ils traversaient actuellement. Il y a de bonnes raisons finalement de croire que ça ne pourra être que passager et qu'on arrivera à se sortir de là. Moi, je suis assez optimiste parce que je pense que là, pour l'instant, tout le monde est avec beaucoup d'attentes. J'espère qu'on va pouvoir y répondre. Mais si on travaille ensemble, j'espère que oui, on va essayer d'au moins trouver une partie de solutions à cette problématique. Je ne sais pas si on va pouvoir tout résoudre, mais en tout cas, ce qu'on souhaite mettre en place, je pense que ça pourra être réutilisé. Qu'on puisse y arriver. Oui, voilà. Et on vous réinvitera justement pour faire le point sur les avancées de ce projet Sani Manioc. Merci beaucoup Margot Liamas d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc responsable du Centre de ressources biologiques au CIRAD. Merci encore, très bonne journée à vous.